Donc là, juste, vous êtes... il y a beaucoup d'agriculteurs, vous êtes des agriculteurs, vous êtes des conseillers agricoles, vous êtes des particuliers. Vous êtes surtout des agriculteurs ici? En partie? Céréaliers. Agriculteurs céréaliers ou éleveurs aussi? Maraîchers, là? Une dizaine d'agriculteurs. Et les autres sont des conseillers agricoles? Surtout des conseillers agricoles. Conseillers agricoles, levez la main. Ou agronomes ou Et agronomes, bon, biologistes. Et alors il y a des personnes de l'administration des services techniques de l'agriculture, donc l'administration en charge de s'occuper quand on arrive, là il y a eu en fait, avant, on a vu qu'il y a eu un semis de moutarde qui a été fait, c'est ça? Le propriétaire du terrain, il est où? Vous avez semé une jeune moutarde près de la route? Oui, là? oui, oui. Et avant, c'était quoi? Quand j'ai semé, Oui. Non, votre précédent, avant. c'est de froment d'hiver. C'était un froment d'hiver. Oui. Vous êtes en semi-direct sous couvert ou vous labourez? Non. Vous labourez. Het is enkel om gemaakt. Un passage au chisel, après la récolte. Directement après la récolte et après avec la herse à disque. Après directement sémé. D'accord, donc il n'y a pas de charrue, c'est juste Pas un de charrue. travail Voilà. simple. Seulement un travail Avec le sol. superficiel. C'est un sol très léger. Et quel est quel type de rotation vous faites? Donc là, la moutarde, c'est pour un votre couvert ou c'est pour la production? Après le froment, il viendra normalement de l'avoine. Donc vous allez faire une avoine après? Oui. Après votre moutarde? Oui, juste. Mais je ne sais pas plus de ça. C'est deux années de trèfle avec l'herbe. Et après, normalement, le froment. Et après, je dois regarder parce que je fais aussi la sémence. Et je ne sais pas encore aujourd'hui ce que je peux faire. Qu'est-ce que vous pouvez faire en rotation? Oui. Vous voudriez changer votre enfin, Oui. amener d'autres choses dans votre rotation? Ah Non, bon? non. Mais je ne sais pas encore pour le moment que je peux s'aimer l'année qui viendra. Parce que je fais des semences et je ne sais pas ce que je peux faire. Il n'a pas pris la décision. Ah, donc il ne sait pas encore ce que le syndicat des producteurs de semences va lui demander de produire. Ah oui, d'accord. Dans toutes ces rotations, il produit de la semence. Non, pas tout. Je me suis net bij jou voor de un tiers de la surface labourée environ c'est de la semence. D'accord. Mais il a une rotation tout le temps de péri-temporaire, 2 à 3 ans, avec 4 ans de labour. 3 ans prairie, 4 ans d'avant. Oui. C'est vrai que quand on démarre un profil, quand on a marché, en fait, on sent ici, le sol est souple. On n'a pas du tout... en fait, au démarrage, on fait souvent, on fait toujours, avant d'aborder, de faire des prélèvements et puis des analyses, en fait, on va travailler déjà avec nos sens. Ça, c'est hyper important. Donc, on est parti de la route et puis on est venu jusque-là. Bon, la sensation, quand on a marché, c'était un sol qui était très très souple. Donc c'est déjà une indication qu'on n'a pas une compaction importante dans le sol. Il y a des endroits où quand vous marchez, bon d'abord qu'il y a la vision de la surface n'est pas du tout cassée, il y a des sols, quand vous marchez, non seulement c'est très dur, mais en plus on a
on a vraiment une impression de compaction. Donc déjà la première impression, c'est que c'est un sol souple. Donc on s'attendait à pas du tout avoir une compaction importante. Après, il y a regarder, bon c'est vrai que là on est en fin de végétation et en début d'hiver. Quand on est au printemps, on va regarder sur les bordures ou même à l'intérieur de la parcelle, on va regarder quel type de plante arrive. Ça c'est vraiment parce que bon, même si il y a un excellent travail, on peut avoir ce qu'on appelle des mauvaises herbes. Et quand on a dans un sol des mauvaises herbes assez, quelques espèces, c'est tout. Et elles peuvent être indicatives d'un problème, soit d'une compaction, mais ça peut aussi vouloir dire qu'il y a un problème au niveau des éléments, soit une acidification, soit une basification du sol. Donc la vision de ce qui pousse au travers de, même si on a de ce qui pousse au travers de la semence que vous faites est déjà indicatrice pour nous de peut-être, de ce que peut avoir votre sol. Donc ça c'est les pieds, le toucher, les yeux. Les termes techniques, juste, also da den mat all seine Sinner am Fungel opstecken und da den dann durch den Gefühl von der Face, durch den Kage von den Holen, durch die Schnittvielen, Problem den Buchschweiz sehen, also in der Versauerung und dann Verdichtung und den Boden, die dann auch eine andere Pflanzen, die auf der Flasche spontan aufkommen, kann stabilisieren. Après, on va sentir la terre. Ça, c'est quelque chose de très important, effectivement, surtout la terre de surface. Donc, normalement, même si on est même en hiver, un sol qui est très vivant, en fait, il va avoir une bonne odeur, on dit de forêt ou de géosmine. Ça, c'est quand même une indication que bien qu'il y a de la vie dans le sol, c'est-à-dire qu'on a des champignons, qu'on a de la faune. Là, ce sol, il sent quand même pas beaucoup. On a des sols qui sentent beaucoup plus. Par contre, en revanche, bon, il n'a pas une odeur très très importante de géosmine. Mais ce qui est intéressant, puis on va prendre, parce que là, Claude a dégagé, on va prendre aussi dessous la semelle, là, cette petite semelle. Et on va sentir le sol. Là, le sol, il sent rien. Et il y a des fois, vous avez, le sol sent pas bon. Il peut sentir, nous on dit un peu l'œuf pourri, ou un peu la poussière, ou une pièce renfermée, qui dans certains cas, même il sent mauvais. Là, pour nous, ça veut dire que bon, il y a certainement un problème au niveau de l'oxygénation du sol. Donc, quelque part, on fait pas l'oreille, on la fait peu marcher. Et déjà, en fait, on fait énormément travailler nos sens. Et rien que le fait déjà de faire ça, ça vous donne énormément d'indications sur votre sol. Et là, quelque part, vous n'avez pas besoin de laboratoire. C'est la perception de votre sol. Et ça vous paraît peut-être très simple ce que je vais vous dire, et peut-être scolaire, enfantin, mais c'est la base de tout. Et beaucoup d'agriculteurs ne font pas ces gestes-là, et en fait ne connaissent pas leur sol. Au niveau de la couleur aussi, on voit bien là, il y a une rupture très très nette entre la partie ici et puis cette zone qui est vraiment très très jaune. Et le côté jaune, c'est souvent, bon là on va, Claude tu regarderas, parce que, en fait, quand on a des couleurs très, très jaunes comme ça, on manque d'oxygène, c'est-à-dire que on est plus dans la réduction dans ce niveau-là qu'au-dessus. Quand vous avez des sols qui sont très aérés, on peut avoir des couleurs qui tirent beaucoup plus sur le rouge. Donc ça, c'est les premières choses. On n'a quasiment rien fait, vous voyez, et on a déjà une indication. Je crois que c'est déjà important pour les agriculteurs de faire ça. Si dans votre sol, par exemple, vous avez beaucoup de rumex en surface, dans des zones, puis vous verrez quand au passage de roue, ou des chardons, ou des rumex, et qu'on en trouve de plus en plus, c'est-à-dire que votre
sol va vers la compaction. Donc ces plantes-là sont là pour en fait ouvrir. Parce que le sol, et c'est le drame de l'agriculture, c'est qu'en fait le sol, dès qu'il est à découvert, de toute façon il va se couvrir. Il ne supporte pas d'être découvert. Donc en fait, les agriculteurs luttent contre ces plantes. Quand vous avez labouré en été, d'un seul coup, très vite il va pousser des choses. Et quand ce qui pousse, si c'est très très diversifié, si vous avez une belle biodiversité, ça veut dire que votre sol va bien. Si vous avez un peu de tout, des crucifères, même de l'herbe, ça peut être des graminées, ça veut dire qu'on a une belle diversité. Si par contre vous avez beaucoup, par exemple de rumex ou de chardon ou de l'oxalis, là c'est souvent, là il y a un problème. Parce que c'est pas normal qu'en fait quand un sol reste à nu et qu'il est normalement, on va dire vivant, normalement on doit avoir une biodiversité parce qu'il y a des graines partout. Mais si vous avez des graines qui vont pousser plus que d'autres, c'est parce qu'elles sont favorisées par les chardons, c'est toujours indicatif de compaction. L'oxalis, c'est toujours indicatif d'acidification de vos sols. Donc en fait, c'est des petites choses, mais c'est déjà important. Est-ce que vous avez labouré à une époque à 40 cm? 40 cm. Ah oui. Mais pas à 40 cm. À combien? À combien? Combien? Normalement 20 à 25. Mais il n'y a pas une époque où il y a eu un labour profond, parce que cette couleur brutale, ce changement de couleur brutale du noir au jaune, en général c'est provoqué par l'homme. Dans un sol, on a un changement de couleur très progressif. Et là, juste à 40, il y a une ligne qui parcourt à 40 cm, comme s'il y avait eu une année, un labour profond qui avait été accompli. Et puis dans cette partie où Claude vous explique... Et dans la zone... Ici, c'est la bordure de la parcelle et donc la direction du labour, elle change parfois quand c'est en bordure. Et donc, ça pourrait expliquer pourquoi on a cette rupture de couleur, parce que c'est sûr que quand vous travaillez à cette profondeur-là, vous faites des grosses dilutions de matière organique. Oui. Matière organique. Parce que ce qui est étonnant, c'est que j'ai trouvé qu'un seul ver de terre, là, depuis que je nettoie. Un seul ver de terre sur... j'ai nettoyé sur 1 mètre. Normalement, je devrais trouver 30 vers de terre. Sur 1 mètre, j'en ai trouvé qu'un. Donc, si vous voulez, biologiquement, je pense qu'on a trop dilué la matière organique sur le profil. Et la faune, elle n'arrive plus à trouver à manger. Donc, on a un gros manque de faune. Et puis, il y a une chose, peut-être pas, vous êtes pas sur le côté, mais vous devez bien voir. Regardez, quand on est ici, regardez la structure grumeleuse qu'on a. On parle du couscous. Vous voyez, regardez, c'est vraiment très très joli cette structure. Ici, juste sous la partie dont Claude parle, regardez, on a une structure qui est beaucoup plus compacte. Quand je vais la défaire, beaucoup plus dure, beaucoup plus géométrique. Et quand je l'ai dans la main, si je le défais, regardez, ça fait des morceaux qui sont géométriques. Donc là, il y a eu une compaction, il y a une époque. Et quand on regarde la couleur, bon, c'est l'habitude, mais on a une couleur qui est beaucoup plus grise ici que ce qu'on a là en surface. Vous allez me dire, bon, c'est sûr, il y a plus d'oxygène, mais en fait, on se voit très bien. Regardez, voyez les morceaux. Les morceaux, ils ne se défont pas du tout de façon aussi grumeleuse que ce qu'on a là. Donc là, il y a eu un jour. Alors, il a été semé quand la moutarde, elle a été semée quand? C'était fin août. Fin août? Oui. Donc, elle aurait 1 mois? Oui, dans un cours. 1 mois, elle est descendue à 30 cm, donc oui, elle a fait 1 cm jour en racine. C'est un petit peu lent pour un fin août. Août-septembre, dans les racines, c'est plutôt 2 cm jour. Elle a fait 1 cm jour, mais bon, pas trop mal. Bon, elle a quand même fait 1 cm jour. Il y a des racines partout dans le profil. Le profil, est à combien? Il a été creusé à combien? Si je peux me permettre une remarque, cette année elle est quand même atypique. Je ne sais pas pour la région ici, mais la pluie n'est arrivée qu'il y a 2 semaines. Jusqu'à il y a 2 semaines, c'était sec. Il n'y avait pas de Il n'y a plus rien qui poussait. Et on a pris 20 mm et 40 mm, et là la végétation a commencé à repartir. Mais début septembre, c'était catastrophique.
D'accord. Donc en fait, elle aurait effectivement que 15 jours. Ça pourrait, voilà. Alors ça, c'est bon, on l'a fait des centimètres. Et en plus, il faisait froid. Ouais. Il faisait froid derrière. Oui, mais ça, le sol, lui, il est toujours chaud. La racine, elle s'en fiche de la température extérieure. La racine, elle pousse. En hiver, un blé, c'est 1 cm par jour. En tout hiver. Même si gèle dehors à -10, la racine, elle descend d'1 cm par jour. Parce que lui, le sol, il n'est pas froid. C'est le dehors qui fait froid, mais pas dans le sol. Le sol, il est toujours à une température agréable qui permet à la racine de pousser. Donc, c'est pas. Si vous voulez, la température, elle influe sur la partie aérienne et jamais sur les racines. Donc une racine doit descendre à 1 cm par jour en plein hiver et fin août, début septembre, 2 cm jour, c'est à peu près ce qu'a fait cette moutarde. D'ailleurs, elle pousse, hein, parce que... Elle continue à pousser. Mais non, mais on voit partout, hein, là, toutes les pointes, on n'a que des coiffes, là. Donc en fait, là, ça pousse... Et là, le trou, il a été creusé à 1,20 m. Après, vous êtes tombé sur vraiment la roche. Oui. Donc on peut considérer que c'est à peu près le volume de terre que les racines peuvent descendre sur 1,20 m puis hier plus. Grosso modo, hein, puisqu'après vous êtes tombé sur le caillou. Donc, si on regarde, la quantité de cailloux qui est quand même impressionnante, hein, on a quand même plus de cailloux ici, surtout à partir d'ici, on a pris 50% de cailloux. Donc on va faire un calcul à la louche. Hein, on a 1,20 m, si c'était que du limon sur 1,20 m, ça nous fait 12 000 tonnes de terre, on a pris 50% de cailloux. On va considérer qu'ici on est à peu près à 4 500 tonnes de terre hectare. Donc, un sol qui n'a que cette surface-ci, que ce volume de terre, sa vocation c'est de la culture d'hiver, c'est pas de la culture de printemps. C'est-à-dire que si vous faites de la culture de printemps, il va falloir artificialiser. C'est pas là que vous en sortirez le mieux. Also het Bodem den so überflächig ist wie den Hai, da sieht man her Vokation von dem Bodem, also Vokation, ideal Bewirtschaftung oder das Wanderkulturen, weil nicht genug Reserven natürlich für dann Feuerskulturen. C'est-à-dire que par exemple, Réserve d'eau. Ici, un maïs, il va vous coûter relativement cher à produire sur un type de terrain comme ça. Cette année, les cultures d'hiver chez nous, on a la même chose comme les cultures De l'hiver. de l'été, c'était mieux. L'été, les cultures d'été sont mieux que les cultures d'hiver. Cette année. Cette année. Beaucoup plus. Parce que vous avez eu de la pluie au bon moment. La pluie au bon moment. Oui, juste fin juin, c'était chez nous presque 50 litres par mètre. C'était bien. C'est ce qui a sauvé vos maïs. Oui. Mais là, si vous parlez d'une année exceptionnelle, mais disons, si on prenait sur 30 ans, c'est plus une terre à culture d'hiver qu'une terre à culture de printemps. Si vous faites sur vos 30 années, vous êtes d'accord comme ça ou vous pensez que c'est toujours l'été le mieux? Autrement, personne n'a semé des cultures d'hiver ici. Personne sème des cultures d'hiver. Avant 30 ans, presque chacun a semé seulement des choses d'été, du printemps. Parce que les sortes sont pas assez fortes pour l'hiver ici. Vous êtes d'accord avec Mais avec les nouveaux sortes, ça c'est chez nous maintenant pas de problème. Mais autrement, c'était seulement des cultures. Vous êtes à 500 mètres ici, donc il fait trop froid pour l'hiver. Oui. C'est ça. Pour les anciennes variétés ne supportaient pas l'hiver rude ici. D'accord. Et maintenant ils ont des variétés plus résistantes et donc ils peuvent faire des cultures d'automne. Et traditionnellement ici, c'était la prairie qui était faite. Donc des labours tout le temps. Tout le temps. Oui, Ça a toujours été cultivé en labour, en céréales. Oui. Toujours, qu'est-ce qui veut dire toujours? Et leur père aussi se rappelle. Oui, 100 années sur. Oui. Ça fait 100 ans que vous êtes plus en pâture ici. Les céréales en changeant avec les fourrages. Dans le Grand Très Duché, dans le temporaire. temps, était presque seulement du labour. Les pâtures, ils sont venus, je crois, avant la Deuxième Guerre mondiale. Avant, ils n'avaient presque pas de pâture, même pas au sud. Pas genre Il n'y avait pas de bêtes ici. Il avait des bêtes, mais c'était autrement. Avec l'agriculture de subsistance, on faisait des labours partout. Ouais. Et on avait moins de bêtes à l'hectare. Oui, parce que les productions étaient... Et il y a eu des essais ici d'arrêter le labour? Ah, là vous avez touché le... Ça n'a pas d'intérêt de labourer un sol comme ça. Ça n'a pas d'intérêt de labourer.
Gesundheit blau. Ja, dat is alles klar. Ja, pour eux. Mais nous sommes nés ici, hein. Et alors, on doit vivre ici. Quand même avec les sols comme ça. Parce que ça coûte cher un labour. Oui. Un non-labour, c'est plus économique. Pourquoi vous dites on est né ici, il faut vivre ici? Le non-labour n'est pas forcément, Il est plus économique que le labour. n'est pas forcément égal à la ruine. Là, je comprends Oui. pas trop. Mais je crois quand même que notre terre est bon pour labourer et le changement du Feldhof, dat heet dat. Prairie temporaire. Ah, mais comme vous êtes en Quelques ans et quelques ans des céréales, je crois que ça fonctionne quand même pas mal chez nous. Oui, mais vous pouvez labourer votre prairie, pas labourer les céréales. La prairie, vous êtes obligé de la labourer si vous voulez faire des céréales après. Mais vous faites quoi, 4 ans, 5 ans de céréales et après la prairie? Oui. C'est ça. Oui. Vous faites un turnover de... 3 ans et 3 ans. Oui. Ouais, enfin bon. Et donc, Vous pourriez labourer uniquement derrière la prairie, puis après pas labourer les années suivantes. Ça coûterait qu'un labour tous les 6 ans. Plus économique. Un labour, c'est 125 litres de fioul. Enfin, un itinéraire labour, c'est 125 litres de fioul. Un itinéraire semi-direct, c'est 25 litres. La terre est très faible ici. On n'a Comment pas besoin de beaucoup de mazout pour labourer ici. La terre est meuble. ben oui, mais donc... Moi, je veux bien déclencher une polémique, là, il y a trop de subventions. Là, vous êtes en train de dire, monsieur, et vous l'avez dit, qu'en fait, cette terre est très souple, cette terre est très souple, et en fait, quelque part, ils ne dépensent pas beaucoup d'argent pour la labourer. Mais ça veut donc dire que cette terre étant très souple, elle n'a pas besoin de labourer. Vous voyez, en fait, là, il y a une contradiction dans ce que disent les agriculteurs. Parce que les agriculteurs, quand il y a une très forte compaction, nous, on n'est pas contre totalement le labour. Quand on a une très forte semelle de labour, là, il va falloir intervenir parce que les racines ne pourront pas passer. Mais là, en fait, on est sur une terre au-dessus qui n'a quasiment pas de cailloux. Et l'agriculteur a dit, et vous avez dit qu'elle était très souple. Donc, quelque part, elle n'a pas besoin d'être labourée. Elle n'a pas besoin d'être complètement retournée. C'est pas ça l'avantage du labour. L'avantage du labour est la résistance des herbicides contre les mauvaises herbes. Oui, c'est ça. Surtout en culture biologique. Le labour, Et aussi en culture Il a aussi biologique. des avantages. le labour, c'est un désherbage, c'est tout. Oui, c'est Non. un désherbage, le labour. Le sans labour Oui. donne des fortes résistances sur certains mauvaises herbes. Pourquoi? Il y a même des viechten, le vulpin, etc. Ah non, non, en labour, le vulpin, il n'y en a plus. Vous avez du labour en TCS, mais pas en semi-direct sous couvert. Le vulpin, c'est la maladie des TCS. Les gens qui remuent superficiellement la terre. Si vous êtes en semi-direct sous le vulpin, il disparaît tout de suite. Oui, est-ce que ce n'est pas le labour ici qui est nécessaire pour combattre les mauvaises herbes, puisque c'est une culture biologique? Mais vous pouvez très bien étouffer vos mauvaises herbes avec des plantes. Donc, vous dites que vous avez un climat rigoureux, donc vous pouvez utiliser des plantes qui gèlent, vous n'avez pas besoin d'utiliser d'herbicides pour les détruire. Oui, en plus, Vous pouvez faire un couvert qui est détruit par le gel, puisque vous avez la chance d'être à 500 mètres d'altitude, donc vous êtes sûr que si vous mettez des plantes qui gèlent, elles mourront, et puis vous semez directement dans votre couvert. 15 octobre, vous semez dans votre couvert, et bien avec un rouleau faca à l'avant, il n'y a pas besoin d'herbicides. Avec 6 espèces de couverts, on couvre 90% du sol. Si vous mettez 6 espèces de couverts, vous n'aurez pas de mauvaises herbes. Vous comprenez? L'idée du suivi direct de ce couvert, c'est quoi? C'est quoi le labour? Le labour, c'est un désherbage. C'est le problème des agriculteurs depuis toujours, c'est de faire un lit de semence. Une terre comme ça, je veux dire, le lit de semence, il est là. Hein. Pas besoin de s'énerver. Hein. Le lit de semence, il est super, vous ne pouvez pas trop faire mieux comme lit de semence. Donc votre seul problème, c'est les mauvaises herbes. Bah, puisque la terre ne peut pas être nue, comme disait Lydia, bah, couvrez-la avec des couverts qui, eux, vont prendre la place. Mais des couverts que vous contrôlez. Des couverts qui vont geler, et dans lesquels vous allez semer vos cultures d'hiver. Parce que là, derrière le... Gesundheit te controleren ohne Plow proposeren sie dann für eine Kultur anzusehen, die Gesundheit unterdrückt.
an die dann Dünne vom Frost weggemacht. Da hat der Chance, dass der Eier bei einer richtig gut feiert. Das hat die Ich wusste gar nicht, dass wir so viel Chance La haben. Ils ne savent pas qu'ils avaient tellement de chance. La récolte a été faite quand? Premier août. Premier août. Et vous avez semé votre moutarde quand? Fin août. Donc entre début et vous avez moissonné en... Début août. Donc pendant un mois, votre sol, vous n'avez rien fait. C'était trop sec. C'était trop sec. Et je prends ce temps pour travailler avec le charrue à disque, le herse à disque et Gros, bah, chisel. chisel. Pour les mauvaises herbes et Les chiens d'or. parce que j'en ai rien dedans, et ça. Mais il y a aussi Donc, des il fait des choses qu'il faut semer avec des outils de travail de sol qui ne retournent pas. il y a beaucoup Pendant le mois d'août. d'études en bio en Allemagne qui travaillent, c'est presque 20 cultivateurs qui travaillent sans charrue. Mais si moi je dois travailler avec les tomes, le rendement, c'est minimum un quart minimum. Parce que je ne peux pas dire pourquoi, mais ils ont beaucoup plus de problèmes avec les mauvais herbes. Beaucoup plus. Les chardons. Chardon, ils ont Les chardons, c'est un problème en bio. Chez nous, Oui, en bio. sur les 50 hectares, tout faire. Tout regarder. Ils sont pas là. Ils les contrôlent. Mais j'ai vu en Allemagne, on a beaucoup de problèmes avec. Non, mais vous auriez pu, par exemple, tout de suite derrière votre moisson, derrière la moissonneuse, vous pouviez semer directement votre couvert, pas attendre la fin août. Non, mais c'était trop sec, il n'avait pas plu pendant 6 mois. C'est pour ça que Mais il faut aussi Normalement, dire, fin août, nous avons encore la culture sur la chambre. il faut dire normalement, C'était on tombe fin août. c'était très tôt cette année. l'année passée, Mais normalement, On a fini la moisson fin août. Presque C'est très tard. moins septembre, la culture encore sur la Oui, chambre. dans le cas du maïs, par exemple, Oui, Non, non, même, non, même non, les non. cultures d'hiver. Même aussi les céréales. parfois du blé. Le moment d'été, Ah ben, le froment d'été, oui, et le froment d'hiver, La moisson se passe à peu près entre mi-août et début septembre chez nous. Ouais. On moissonne. Il y a 3 semaines, même plus parfois. Mais cette année était vraiment exceptionnelle. Mais là, moi, je veux revenir sur ce que vous dites là en Allemagne, quand vous dites qu'ils ont énormément de chardon. Comment on peut avoir... Donc, vous parlez de gens qui utilisent des couverts en intermédiaire. Et vous dites qu'ils ont énormément de chardon. Comment ils peuvent avoir des chardons en grande quantité s'ils installent un couvert en direct sous couvert? Parce qu'en fait, beaucoup d'agriculteurs confondent technique culturelle simplifiée. C'est-à-dire en fait qu'on remue sur 5, voilà, ça. C'est-à-dire on remue et on laisse pendant un moment les sols qui sont nus. Donc là, effectivement, excusez-moi, là, effectivement, on a des chardons. Mais si vous mettez un couvert derrière ce que vous avez semé, normalement, je ne vois pas pourquoi le chardon prend la place avec les autres. Donc là, quand vous parlez en Allemagne, est-ce que c'est vraiment du semi-direct sous couvert ou c'est des TCS? Parce que je ne comprends pas pourquoi vous dites qu'ils sont envahis de chardon. Ça ne s'explique pas, ça. La technique de semillage sous couvert en bio, c'est en biologie. Donc vous n'avez pas le droit aux herbicides. Vous êtes en biologie. Donc comment on fait pour faire du semillage sous couvert en biologie? Il faut être équipé d'une moissonneuse batteuse qui ramasse les menus pailles. C'est les menus pailles, quand vous moissonnez, vous jetez entre 100 et 150 kg de graines de mauvaise herbe à l'hectare avec vos menus pailles. Dans la tradition, autrefois, les premières moissonneuses batteuses étaient équipées de ramasseuses de menus pailles et ces menus pailles étaient donnés aux animaux, en général aux cochons. Bon, évidemment, les marchands de pesticides ont trouvé que c'était très embêtant, ce ramassage de menus pailles, et que si vous voulez vendre des herbicides, il fallait retirer
le ramasseur de mini-paille sur les moissonneuses batteuses. Donc les moissonneuses batteuses modernes sont des épandeuses de mauvaises herbes sur les champs. Mais vous n'êtes pas obligé d'avoir ces moissonneuses batteuses-là, vous pouvez avoir des moissonneuses batteuses qui ramassent les graines de mauvaises herbes. Il y a déjà un cultivateur au Kosovo qui a comme ça. Voilà. Bon, donc vous ramassez déjà vous ne semez plus des mauvaises herbes. Ensuite, tout de suite au cul de la moissonneuse batteuse, vous allez semer un couvert. Il faut aller très vite. Il ne s'agit pas d'attendre 3 jours, 4 jours. Il faut coucher la paille avec un rouleau faca. Donc vous moissonnez que les épis, vous couchez la paille et vous semez tout de suite pour profiter de la fraîcheur. Parce que qu'est-ce qui va se passer quand vous allez coucher la paille? Vous allez provoquer ce qu'on appelle un arrêt du film capillaire. C'est-à-dire que la fraîcheur qui est au fond du sol, au lieu de s'évaporer, elle va rester sous la paille et vous ferez germer vos couverts. Et ces couverts, vous allez leur mettre en localisé de la nourriture. Comme vous êtes en biologie, vous y mettrez des granulés de poule, de viande de poule, un truc organique, puisque vous n'avez pas le droit de lâcher. Et vous allez d'ailleurs localiser. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que votre couvert, lui, il reçoit à manger, puisque votre culture d'avant a tout mangé, elle a tout vidé. Cet horizon-là, il est vidé par votre culture. Il n'y a rien à manger, la nourriture, elle est là. L'azote, il est ici, hein, à la fin de l'été. Et comme vous allez lui donner à manger, et que vous le faites en localisé dans vos 30 semis, vous ne nourrissez que votre couvert. Donc votre couvert va pousser. Il va pousser parce que vous le mettez dans un endroit où il est le seul à avoir à manger. Les mauvaises herbes, vous avez récolté les graines de mauvaises herbes avec votre moissonneuse batteuse et vous donnez à manger à votre semis. Donc votre semis va se développer. Et comme vous mettez 6 espèces, vous allez avoir des dicotylédones, des légumineuses, des céréales, des graminées qui vont pousser, qui vont faire un couvert. Et ce couvert, il va étouffer les mauvaises herbes. Et ensuite, comme vous allez choisir des espèces qui gèlent, vous allez les écraser avec un rouleau faca et tout de suite derrière, vous ressemez avec encore des fientes de poule pour vos cultures d'hiver, pour qu'elles aient à manger. Parce que si elles n'ont pas à manger comme votre couvert aura tout sucé, il n'y aura rien à manger avec culture d'automne. On lui redonne à manger. D'accord ? Et cette azote que vous avez mis à l'été et à l'automne, vous la retirez au printemps, sortie d'hiver, de votre apport d'azote. D'accord ? C'est-à-dire que le semi-direct sous couvert, c'est... Il faut oublier toute l'agronomie, c'est très technique, ça demande un très bon niveau de la part des agriculteurs, mais c'est l'agriculture de demain. Vous n'allez pas continuer, vous savez, la population, on en a assez d'avoir des eaux polluées, des rivières polluées. Il va falloir faire une agriculture non polluante. Et vous ne pourrez faire une agriculture non polluante que si vous localisez vos engrais à l'endroit où on en a besoin et pas en foutre partout plein les champs. Et surtout, ne plus jamais retourner la terre, c'est-à-dire localiser la matière organique ici. Je veux juste vous donner un chiffre, puisque on a des mesures. Un labour, c'est 1 tonne de gaz carbonique à l'hectare. L'agriculture participe à 30% du dégagement de gaz carbonique sur la planète. Un semi-direct sous couvert stocke, selon les sols, entre 3 et 5 tonnes de gaz carbonique à l'hectare. C'est-à-dire que si tous les agriculteurs du monde arrêtaient de labourer, on diminuerait de 40% le dégagement de gaz carbonique sur la planète. Je ne sais pas si vous voyez, mais ce serait un changement environnemental absolument fondamental. Le problème, c'est que nous nous heurtons à des mentalités qui est qu'il y a un mythe du labour. Il y a une mythologie du labour. Elle est là depuis toujours, elle date de la Bible, de Caïn. Il faut que tu en chies pour cultiver, puisque tu n'as plus voulu vivre dans le paradis terrestre. Mais c'est mythologique. Il n'y a aucune augmentation de rendement, aucune expérience agronomique montrant que le labour permet de produire plus que le semi-direct sans labour. Mais c'est dans la tête. C'est la tête qui est difficile à changer, c'est pas le sol. Mais là, vous êtes face à des réticences qui sont d'ordre mythologique. Ce n'est pas des résistances de type scientifique, vous voyez ce que je veux dire. Par contre, c'est très technique. Parce qu'il vous faut des semoirs à 3 trémies. Semoirs dans lesquels il y aura une trémie pour les grosses graines, puis on va faire des mélanges de 6 cultures. Donc il me faut une trémie grosse graine, une trémie petite graine, une trémie pour les engrais organiques que je mets en localisé. Donc attention, c'est du matériel sophistiqué. Et il faut avoir des engrais organiques parce que monsieur il n'a pas de poule et il va pas. Mais ça s'achète, il achète des engrais. Et donc vous achetez des bouchons. Vous achetez les bouchons. Il est limité au niveau de pas les bouchons ou des granules. Monsieur a des vaches laitières, il a besoin de la paille et il a de la pousse pour mettre. Donc il ne va pas encore acheter quelque chose dont il n'a pas besoin. Mais il a besoin de la paille pour son étable. Oui, mais donc il peut très bien laisser ses chaumes comme ça. Il coupe les chaumes aussi court que ça va, oui. Parce qu'il a besoin de la paille. Oui. Pour la laitière. Voilà. Oui, pour la laitière. Et puis, il n'achète pas des engrais, il essaye de profiter de ses engrais de sa femme, de ses vaches laitières. C'est-à-dire, et c'est en bio, il doit faire circuler les denrées dans... C'est-à-dire qu'il n'apporte que du fumier sur ses terres, rien d'autre. Donc, il a 0,6 UGP par hectare, ça veut dire qu'il n'a pas beaucoup d'engrais de fumier. Donc il est obligé de rajouter en plus. Il n'achète rien en plus. Non. Il tourne avec ça et c'est déjà... Uniquement avec le fumier. Oui. Ça fonctionne. Fumier et les engrais verts. Comment? Fumier et engrais verts. Tu fais déjà 25 années et
qu'il faut acheter des fientes de poule, j'ai pas compris. Bah, non, parce que comme il est en bio, il n'a pas le droit à l'engrais chimique, ça pourrait être de l'urée. S'il était en conventionnel. Pourquoi pas il peut utiliser, il utilise ses fientes, il utilise son fumier. Oui, voilà, il peut utiliser son fumier, donc il n'y a aucun Oui, mais à mettre en localisé, le fumier, c'est pas ça. Oui, c'est pas facile. Hein. Voilà. C'est ça, il m'a dégagé, moi, mais en localisé, ça veut dire juste sur la ligne. C'est ça en localisé. Les frères là-bas, ils ont du feu, ils ont des bêtes, en même temps, ils sont en travers. Donc en fait, tu peux très bien descendre. Oui, mais là, tu mets aussi. Et ici, ils ont des unités de méthanisation, l'incorporation des résidus. Alors, je sais qu'en Bretagne, il y en a qui utilisent leur lisier de porc qu'ils mettent en localisé. Là, c'est plus compliqué. Les enfouisseurs, ils ont des enfouisseurs sur les gros tonneaux pour enfouir le produit, ce qui peut... Parce qu'en Bretagne, il y a des gens qui équipent leur semi-direct d'enfouisseurs sur la ligne de lisier. Là, le lisier, il est mis en localisé uniquement sur le côté, il n'est pas mis partout. Mais c'est un peu lourd, hein, ça fait un peu usine à gaz comme machine. Maar als ik met de hulp opkom, dan is het niet zo verschillend als Donc ici, il y a des gens qui travaillent avec l'enfouissement de lisier. Nee, net schlafen, dat is net de schijf. Ah, ja. Nee, dat is niet wat de moeten daar gaan worden. Là, il existe des machines, ça fait un peu lourd parce que vous traînez la tonne à lisier plus le semoir pour mettre en localisé le lisier dans l'arrêt de semis. Surtout qu'il faut parler de la compaction des sols et du poids des tracteurs. Absolument, oui. Parce qu'ici, on a souvent des tracteurs qui pèsent plus de 8 tonnes. Bon, après, ça dépend après des pressions que vous avez sur vos pneus. Ah oui, mais si vous êtes en basse pression, ça dépasse. Pas tous avec des basses pressions. Et je pense que c'est la première chose déjà. Parler de la compaction des sols due au matériel. Parce que parler du semi-direct, moi j'adhère à 200%. Ça fait 20 ans, c'est pour ça que je vous connaissais. Mais on fait du semi-direct avec des outils portés. Vous allez peut-être déjà leur dire qu'ils fassent du semi-direct avec des outils traînés. Comme si on aurait besoin d'une cavalerie un peu moins puissante. Mais là, ils n'ont pas besoin d'avoir autant de poids à l'avant. Attendez, là, monsieur disait, là, il n'a pas besoin d'un tracteur d'une puissance énorme quand on a une terre comme ça. Donc en fait, là, il y a quelque chose qui ne va pas non plus. Parce qu'il vous dit qu'il n'a pas besoin de... Donc là, avec une terre comme ça aussi souple, il n'a pas besoin d'avoir une usine à gaz, il n'a pas besoin d'avoir un 300 chevaux. Ah, mais ça, c'est autre chose. Bon, il faut un peu de puissance, il y a de la côte. Quand on monte les côtes, c'est un peu, faut un peu de puissance, mais enfin, c'est pas des sols qui demandent de la puissance de On traction. ne travaille pas en grande largeur, hein, parce qu'il y a des problèmes de déplacement. Vous ne pouvez pas, de toute façon, sur des collines comme ça, vous êtes obligé d'être en petite largeur, donc c'est pas des gros tracteurs. Non, c'est une question routière. C'est des questions routières, ils ne travaillent pas en grande largeur, mais ils ont de la puissance. Ce que j'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas le répéter. Non, il y a la fascination de la machine puissante, c'est sûr. Mais c'est intéressant hein, de voir le débat du semi-direct, comment ça provoque des réactions extrêmement violentes. Et puis là, monsieur, vous alors êtes, qu'il y a quand même 100 millions d'hectares dans le monde qui sont faits en Donc semi-direct. là, vous posez un problème parce que vous avez des bêtes. Tous les agriculteurs ici ont des bêtes. Vous avez tous, vous êtes céréaliers et vous avez tous des bêtes. Pratiquement tous, la majorité. Élevage, pratiquement tous. D'accord, parce que bon, on a aussi des gens qui n'ont pas de bêtes et qui sont totalement, là ils ne sont pas dans le problème de récupérer les pailles et tout, et qui de toute façon ne veulent pas entendre parler du semi-direct parce qu'ils ne récupèrent pas les pailles ou alors ils les... Si vous voulez ne pas récupérer vos pailles, il faut planter des haies, hein. On n'a pas d'autre solution. Hein. Il faut mettre les bêtes sous du broyage de haies. Vous les mettre sous paille. Et vous laissez votre paille sur le sol, vous avez des haies tout autour de vos champs et vous broyez vos pailles, les haies, et c'est des bois de haies qu'on met sous les bêtes. Et là, vous n'avez pas besoin de toucher à vos pailles, vous pouvez les laisser sur votre sol. Il y a assez de forêt. Hein. On l'a fait. On n'y touche pas. 700 et quelques, on mettait les bêtes sur le genet. Oui. Le gros avantage du poids de taille de haie, c'est que c'est beaucoup plus, ça porte beaucoup mieux le poids des animaux. Les animaux sont beaucoup plus confortables que sur de la paille, ça se passe moins. C'est un C/N plus élevé, donc vous faites plus d'humus. Mais pour ça, il faut planter des haies. Et là, votre lisier de vache, vous le mettez en surface. Vous le mettez en surface. Avec l'eau, vous le retournez pas, vous le laissez en surface. Avec des tuyaux sur la terre directement.
Et en prairie, vous mettez quoi? Avec des disques. Et en prairie, vous mettez quoi comme mélange sur ce type de terre? C'est du trèfle bouche avec Vous mettez quoi? Fétu, très gras? Très gras. Très gras d'Italie? La fétuque. Fétu, dactyle, non? Dactyle, oui. Dactyle. Trèfle. Trèfle blanc aussi. Trèfle blanc, sur ce type de sol, il pas, non? Beaucoup de trèfle blanc aussi. Trèfle blanc aussi. Trèfle blanc aussi, oui. Vous mettez quand même de la légumineuse dans vos, vous mettez de la légumineuse dans votre mélange. Combien? Vous mettez de la légumineuse, des fixateurs d'azote dans votre prairie. Oui, oui. Donc la prairie, elle n'a pas besoin d'être alimentée. Vous n'y apportez pas de. C'est la prairie qui alimente les C'est la cultures prairie qui d'après. alimente les cultures d'après. C'est le système. Bon, par contre, derrière la prairie, là, vous êtes obligé de labourer. Parce que, ou alors, il faut travailler au Roundup, mais comme on est en bio, on ne peut pas utiliser le Roundup. Donc la prairie, là, vous êtes obligé de faire un labour. Il y a une grosse différence entre détruire, surtout que vous pouvez travailler avec des instruments type actisol pour détruire une prairie. L'actisol, c'est juste des dents qui scalpent la prairie sans la mettre sa tête en bas. C'est-à-dire vous la laissez, vous la détruisez par un scalp. Voilà, En fait, ça fait comme ça. vous la retournez pas. Quoi. Donc l'intérêt, c'est que vous gardez toute votre matière organique en haut, que vous ne la diluez pas. Et avec les cailloux, ça reste compatible avec le sol caillouteux? En surface, ils ne sont pas énormes, vos cailloux. Un gros intérêt avec le semi-direct, c'est que si vous pratiquez le semi-direct, les cailloux ils vont disparaître. Vous n'en aurez plus. Non, c'est les vers de terre qui vont remonter la terre par-dessus. Ah oui, d'accord. Donc au bout d'un moment, les cailloux, vous ne les verrez plus. On a des photos impressionnantes des agriculteurs avec qui on travaille depuis longtemps, qui ont arrêté complètement de labourer, puis le voisin qui est toujours en labour, vous avez la parcelle du voisin qui est un tas de cailloux, on est sur le plateau de Langue, donc on est sur des terres très caillouteuses, puis le gars qui est en semi-direct depuis 10 ans, il n'y a plus un caillou visible. C'est-à-dire qu'après, on a des structures extraordinairement grumeleuses, puisque vous stockez votre matière organique en surface au lieu de la diluer dans l'horizon. Donc les vers de terre, ils sont obligés de venir la chercher, donc ils passent votre temps à vous remonter de la terre, à chier par-dessus et à faire disparaître tous les... Donc c'est les cailloux qui vont disparaître. Un jour, vous ne les verrez plus. Donc ça les multiplie, ça leur donne de l'intérêt. Parce que vous concentrez la nourriture. Donc, là, le problème avec le labo, c'est qu'on la dilue, donc ils ont plus de mal à manger, les bestiaux. Puisque vous divisez, si vous voulez, vous diluez votre matière organique dans une masse de terre, qu'ils ont du mal à la rencontrer. Mais si vous faites comme dans la forêt, vous localisez la matière organique ici, là, ils sont sûrs de la trouver, donc ils se multiplient. Vous savez combien de matière organique vous avez dans votre sol? Combien? Combien? 3, Oui, on est au moins à 3%. Vous avez au moins 3% là. 5%. 5%? Non, vous en croyez moyenne, pas. c'est 3,6. 3,6. En moyenne Pour la région, là. pour la région. Oui, donc c'est pas mal. Hein. Quand vous parlez semi-direct, il faudrait peut-être insister un petit peu, parce que les Anglais, eux, sont bien. Il y a no tillage et minimum tillage. Et ici, on dit semi-direct, même si on passe avec un train d'outils et qu'on sème en une seule fois. Ça, c'est du TCS. Voilà, oui, mais vous le précisez bien, TCS. Mais en général, les gens, ils appellent tous ça semi-direct. Il faut dire semi-direct, on ne touche plus au sol. C'est pour ça que j'ai posé la question quand il donnait cette expérience en Allemagne. Je pense par rapport s'il a une telle recrudescence de charbon, à mon avis, je ne suis pas sur place. Il fait du TCS. Et le TCS, effectivement, il y a un moment, ça ne peut pas aller. En plus, le TCS, vous consommez énormément, même avec une terre très souple, mais vous consommez énormément de fuel parce qu'en fait, c'est une machine qui va demander beaucoup. Ça va beaucoup. Les pailles sont pendant un moment mises sur 15 cm. Donc là, vous êtes, beaucoup de gens sont obligés d'utiliser du désherbant parce que là, on a une levée de mauvaises herbes incroyable. Et quand on dit qu'il y a beaucoup de chardon, c'est pour ça que nous, on dit c'est semi-direct sous couvert. C'est-à-dire qu'il faut avoir un couvert. Et le semoir, c'est un semoir spécial. On ne peut pas faire du semi-direct sous couvert avec les anciens semoirs. Il faut vraiment que ça soit un semoir qui il va se conduire au travers de votre couvert, il va se conduire comme un cutter, comme ça. C'est-à-dire que les pailles sont couchées et en fait, ça fait juste une raie
on ne soulève pas la terre, donc on ne remet pas la terre à nu, et il faut que ça coupe. Donc on n'est pas du tout sur les semoirs classiques. Donc le semi-direct sous couvert, il faut avoir le semoir. Les gens qui font du semi-direct sous couvert avec le semoir qu'ils avaient avant, disent ça ne marche pas. Ben oui, parce que l'outil n'est pas approprié aussi. Mais ici, la pâture, c'est l'herbe est pâturée, ou bien elle est transformée en ensilage et donnée aux bêtes, et les bêtes sont enfermées. L'ensilage. Ah oui, vous êtes à l'ensilage, vous n'êtes pas en prairie. Non, mais Ah, vous n'êtes pas en prairie. Ah oui, c'est pas la même chose, ça n'a rien à voir. Il faut dire, ensilage, ça n'a rien à voir avec de la prairie. Hein. Complètement différent. La prairie, c'est quand vous laissez le foin monter, que vous avez des fleurs. À partir du moment où le foin monte, vous allez avoir apparaître une faune fondamentale pour l'aération des sols, qui est la famille des orthoptères, les grillons, les sauterelles, etc., qui vont aérer considérablement le sol. Et une prairie à foin, elle peut durer extrêmement longtemps. Vous nourrissez les abeilles, hein, puisque vous donnez des fleurs. Pourquoi les abeilles sont en train de disparaître? Elles sont en train de disparaître à cause de l'ensilage. On raconte que c'est les insecticides. Le facteur numéro 1 de disparition des abeilles, c'est l'ensilage. C'est qu'il n'y a plus de fleurs abutinées en Europe. On a arrêté les foins et on fait de l'ensilage partout. Les pauvres abeilles, elles sont plus rien abutinées, elles crèvent. Et alors, après, on accuse les pesticides. Les pesticides ne font qu'achever des bêtes affamées. Mais l'abeille, si vous lui donnez des foins, comme c'était autrefois en France, enfin, toute l'Europe, il y avait des foins qui fleurissaient, on avait des abeilles. Là, on ne peut plus avoir d'abeilles parce qu'il n'y a plus de foin, il y a de l'ensilage. L'ensilage est une catastrophe écologique, il faut quand même bien le comprendre, c'est une catastrophe écologique. C'est-à-dire que normalement, il faut laisser absolument les fleurs monter. Et à ce moment-là, vous allez avoir un phénomène tout à fait particulier, c'est que vous avez toute une faune qui va... Parce que moi, ça m'étonne, je suis en biologie, heureux qu'il n'y a pas de faune. Maintenant, je commence à comprendre. Vous me dites, je fais de la prairie, 3 ans de prairie. Non, vous faites 3 ans d'ensilage. Maintenant, je comprends pourquoi il n'y a pas de faune dans ce sol. Parce qu'on aurait 3 ans de prairie, il y aurait 3 ans de foin, je peux vous dire, des bestioles, on en verrait ici. On verrait au moins les galeries, parce que le trou a été ouvert lundi, il n'y a pas une galerie. Il n'y a pas de galerie. Et là, on est en train d'inventer une deuxième catastrophe qui va achever dans l'environnement, c'est la méthanisation. Avec la méthanisation, nous faisons de la fermentation anaérobique. C'est qu'on est en train de mettre des germes anaérobiques dans les sols, et là, vous allez finir de flinguer toute la vie du sol. Là, si vous commencez à mettre des clostridium, des salmonelles dans les sols, vous allez tuer les vers de terre, vous allez massacrer tout le fond. Ensilage plus méthanisation, là, ce sera la mort définitive des sols européens. Là, c'est le schéma de la mort des sols. Donc là, on aura des agriculteurs en Europe. En plus, on va aller... Ben oui, parce que quand vous faites de la méthanisation, en fait, c'est pour faire du méthane, donc CH4. Donc, c'est-à-dire que dans vos fumiers, on va tirer tout le carbone et on va garder l'azote. Donc déjà, nos sols, le gros problème, les agriculteurs, le monde agricole ne comprend pas, c'est pas d'azote. Les gens sont omnubilés par l'azote pour le rendement et tout. Mais ici, bon, c'est vrai que vous avez pas mal de matière organique, mais nous, on travaille dans pas mal d'endroits. Le problème, c'est le manque de matière organique dans les sols. Et d'une matière organique vivante qui permette à la plante de pousser. Parce que dans beaucoup de cas, on a de la matière organique, mais elle n'est pas vivante, c'est-à-dire elle est quasiment fossile. Donc quand vous allez méthaniser, vous allez faire de la méthanisation, vos lisiers, ce que vous allez remettre sur le sol, en fait, il va être extrêmement appauvri en carbone puisqu'il a été piqué pour faire du méthane et vous allez remettre que de l'azote. Alors comme on a déjà des problèmes d'azote, en fait on va accélérer la minéralisation de la matière organique parce que plus vous ajoutez d'azote, plus vous favorisez les bactéries, vous ne favorisez pas la faune et la lumification, on favorise la minéralisation de la matière organique. Donc plus on va mettre ces produits issus de la méthanisation, plus on va accélérer la minéralisation, plus on va accélérer l'augmentation de ces bactéries au détriment de la faune. Donc rien que pour ça, déjà il y a un problème. Et d'autre en plus, comme ça sera fait en anaérobiose, vous aurez certains germes comme Claude, en fait il y aura des problèmes de pollution. Et c'est pas que nous qui disons, l'Institut national de recherche agronomique qui travaille là-dessus a lancé plusieurs fois l'alerte en disant que si on allait vers la méthanisation, comme on est en train d'y aller, ça allait être la mort des sols. Et c'est l'Institut national de recherche agronomique. C'est l'ITCA. INRA. Mais la France, ça va aller dans cette direction-là. Hein. Mais tout le monde y va. Tout le monde y va. Oui, puisque maintenant le lait, enfin, ils ont fait une étape de 1000 vaches en France, le lait est un sous-produit du méthane. Voilà. Parce qu'il rapporte de l'argent, c'est le méthane, c'est pas le lait.
Et vous savez, quand on entend des agriculteurs qui nous disent, parce qu'on revient de certains, avec des agriculteurs qui disent, ben moi je préfère faire de l'énergie parce que ça rapporte plus que de l'alimentation, si on part dans cette voie-là, je peux vous assurer, c'est quand même très grave. C'est la faute des consommateurs. Comment ça, c'est la faute des consommateurs? Si les céréales et le lait, ça se paye, alors ils produisent ça. Non, mais si les céréales et le lait, ça rapporte moins que l'énergie. Mais pourquoi vous dites que c'est la faute des consommateurs? C'est la faute des politiques et de la PAC. Mais ne dites pas que c'est la faute des consommateurs. Et je ne suis pas là pour contre les agriculteurs. Ça fait 25 ans qu'on est des agriculteurs. Et il y a des choses qui ne chantent pas dans le monde agricole. Parce que comme disait Claude, vous êtes quand même... Il y a quelque chose de très constant. Ne dites pas que c'est la faute du consommateur. Le consommateur, il a ce qu'on lui donne. Quand vous dites que le consommateur, il ne veut pas payer, c'est pas forcément vrai. Et là, je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne suis pas d'accord de dire que c'est toujours la faute du consommateur qui ne veut pas. C'est la faute des supermarchés. C'est pas vrai. La faute des supermarchés, c'est pas la faute des Les supermarchés sont trop puissants. Oui, mais ne dites pas que c'est le consommateur. Le consommateur, il n'a jamais demandé à manger de la fraise en hiver. C'est les supermarchés qui ont dit qu'on allait leur vendre de la fraise en hiver. Mais là, ce qui est dommage, parce que ici, pour faire du faux semis, vous faites combien de passages en été? Vous avez fait combien de passages pour lutter, pour faire vos faux semis avant d'installer la moutarde? Deux fois. Donc il y a eu 2 passages. 2 passages, Chisel et Herbstatis. On aurait pu faire un passage d'implantation de couverts, on gagnait un passage. Plus semis. Hein. Comment 3 passages, oui, c'est semis en plus. Donc ça fait 3 passages, on aurait pu en faire qu'un. Ça faisait une économie de fioul. Hein. Nous, les agriculteurs avec qui on travaille, qui étaient avant comme vous ou en labour, effectivement, les premières années, c'est compliqué, semi-direct sous couvert, parce que comme Claude a dit, c'est absolument, c'est une autre manière. Il faut faire l'investissement soit à plusieurs du semi-direct sous couvert. Et là, je retourne avec vous les premières années, quand votre sol n'est pas habitué à ce genre de technique, effectivement, il y a une baisse de rendement. Ça, c'est clair. Mais quand l'agriculteur a l'honnêteté de faire son calcul, c'est-à-dire le temps qu'il a passé sur son tracteur, la consommation de fuel qu'il fait avant, c'est-à-dire là vous êtes passé 3 fois, quand vous êtes en semi-direct sous couvert, vous semez et vous récoltez. Donc quand il fait ça, quand il fait la dose de produits de fertilisation, bon vous utilisez que votre fumier de vache, donc d'un côté ou de l'autre, vous n'êtes pas dans cette situation. Mais un agriculteur qui n'a pas ça, il va rajouter. Donc quand il fait son calcul, qu'il pose les chiffres de chaque côté, même en ayant moins de rendement, c'est-à-dire une baisse de rendement de 15 à 20%, en fait, au niveau de ce qui lui reste, il a la même chose. Et en 5 ans, en fait, il rétablit largement, entre 3, 4, 5 ans, ça dépend du type de sol, et l'état de dégradation de son sol. En fait, à ce moment-là, eh bien, il gagne beaucoup plus qu'avec avec son labour, parce qu'il consomme toujours moins de fuel et qu'il met toujours moins de produits, et que le rendement est égal, voire plus important. Donc c'est ça aussi qu'il faut voir, c'est pas que... Et il a plus de temps. Il a plus de temps libre puisqu'il passe beaucoup moins de temps sur son tracteur. Mais comment c'est dans une région où on a des fortes résistantes d'herbicides contre quelques mauvaises herbes? Comment ça fonctionne dans une région pareille? Non mais là il n'a pas de résistance aux herbicides. Non, pas lui, mais je demande comment c'est quand il y a une résistance sur des mauvaises herbes. Il y a aussi des agriculteurs conventionnels, ils se foutent souvent. Ils utilisent du Roundup. Vous utilisez beaucoup de Roundup? Non. Vous dites résistance aux herbicides. C'est anti-graminées? Ce sont les graminées. Si, c'est les anti-graminées qui ont des résistances. Le bulbin est résistant. Le bulbin est résistant. Il n'y a plus un produit qui fonctionne de Paris. Passez au semi-direct, vous n'aurez plus de bulbin. Passez au semi-direct, vous n'aurez plus de bulbin. Le bulbin, si vous ne remuez pas la terre, vous ne pouvez pas avoir de bulbin. Le bulbin, il faut qu'on remue la terre pour qu'il germe. Si vous ne remuez pas la terre, vous n'aurez pas de bulbin. Enfin, tous les gens avec qui on travaille, on n'en a pas amené beaucoup, hein, semi-direct en 20 ans. Avec Lydia, on a amené 1200 agriculteurs en France au semi-direct. Ça fait pas beaucoup, hein, sur 300 000 agriculteurs. Non. Mais je peux vous dire que ces 1200-là, le bulbin, ils savent plus ce que c'est. Hein. Mais est-ce que c'est au sud de Paris où il n'y a pas du bulbin ou est-ce que c'est au nord où ils ont aussi des fortes résistances? Nous, on a des agriculteurs sur toute la France. On a du semi-direct sur toute la France.
depuis le nord jusqu'au sud. C'est sûr qu'au sud de la Loire, on récolte tôt, on peut faire des couverts beaucoup plus puissants qu'ici. Ici, on va pas pouvoir faire du sorgho en interculture parce qu'à 500 mètres d'altitude, fin août, c'est fini, il pousse plus le sorgho. Vous avez des froids trop grands. Mais c'est sûr que le sud de la Loire, on fait dans les mélanges, on met des milles, des sorgho, des plantes qui arrivent à faire 2 mètres de haut. Et là, on a des couverts extraordinaires. On a des agriculteurs sur le plateau de Langres. Je vous assure que le plateau de Langres, il fait quand même pas très chaud. Hein. Là, c'est peut-être plus chaud. C'est très comparable ici. C'est peut-être un peu plus chaud que vous. C'est le même type de terre, c'est caillouteux. C'est caillouteux, on n'a pas beaucoup. La famille Sauvageon à Mouilleron, je peux vous assurer qu'en hiver, quand il se met à faire froid, ils sont à peu près et ils font du semi-direct sous couvert. Depuis maintenant 10 ans, ils ne savent pas. Mais ils travaillent avec 6 espèces. Est-ce qu'ils ont des maïs dans leur rotation? Non, ils évitent le maïs. Ouais, non, mais justement, parce que le maïs, moi j'ai un problème en bio pour gérer le maïs. Pour l'abandonner pour l'instant, mais comment faire pour le réintégrer si besoin? Bon, je suis pas pour le maïs. C'est-à-dire, il faut que derrière, parce que là, à 500 mètres d'altitude, le maïs, vous le récoltez tard. Vous le récoltez quand, là? Fin octobre? Ah non, mais c'est de l'ensilage que vous faites. Vous faites de l'ensilage. Donc, ah oui, alors le problème de l'ensilage du maïs, c'est que vous piquez toute la matière organique, puis pour se mettre après en direct dans un maïs ensilé, avec l'ensilage, vous allez bousiller les sols. Là, c'est très compliqué. Parce qu'un maïs grain, il n'y a pas de problème, on le récolte avec ce qu'on appelle un stripper, on ne récolte que les épis, on couche les pailles à l'avant avec le rouleau faca et on sème le blé direct derrière. Ça marche très bien, on ne compacte pas parce qu'on est porté par les cannes. Mais là, derrière l'ensilage, vous n'avez plus rien pour porter votre tracteur. Et puis l'ensileuse, elle pèse lourd. Il va bousiller les sols. Non mais l'ensilage, c'est une catastrophe écologique. Je ne comprends pas que ce soit pas interdit. L'ensilage devrait être interdit. C'est une catastrophe pour les sols, c'est une catastrophe pour les abeilles, c'est une catastrophe écologique. Et le type, il a eu le prix Nobel, le mec qui a inventé cette calcul. Et même pour les animaux, parce qu'en fait, les gens ils sont allergiques au lactose. Ils ne savent pas pourquoi. Ils savent pas pourquoi. Donc, parce que les vaches, il y a les vaches. Ils sont allergiques. Ça rend les vaches malades. On m'a posé la question la semaine dernière. Comment je fais pour arrêter il faut changer la bouffe de vos animaux. Mais de toute façon, l'ensilage, la vache est faite C'est intolérant. C'est intolérable aussi. Oui. Mais ça, là, un sol comme ça, pour passer au semi-direct sous couvert, ça se fait, c'est du gâteau, un sol comme ça, pour passer au semi-direct sous couvert. Extraordinaire. Hein. Je veux dire, là, c'est simplement prise de décision de l'agriculteur. Il y a des cas où on a des sols tellement esquintés qu'on est obligé de passer par des étapes de TCS. Mais ici, vous avez un sol. Je veux dire, l'agriculteur, il peut passer le couteau. L'agriculteur ici peut passer au semi-direct, il n'y a pas à faire des étapes de TCS ou des étapes parce qu'on a trop de compaction, on a une semelle de labo trop dure. Ici on a un très beau sol, on a un rideau de racines qui descend très bien. Je veux dire, là c'est simplement une prise de décision de l'agriculteur, hein, mais vous avez un gâteau là au-dessus. Hein. Le semoir de semi-direct il roule là-dessus, c'est nickel. Hein. Soupe. Il y a des cas où, les agriculteurs ont tellement de cailloux dans les sols superficiels qu'on peut pas, on a du mal avec le semoir, tellement il y a de grands cailloux à la surface, donc c'est un peu compliqué, on est pas obligé de passer par les tables de broyage de cailloux, et puis ensuite Est-ce que vous pourriez parler un peu des rotations? Alors par contre, en semi-direct, rotation obligatoire. Oui, mais ça faut le dire parce que... On ne peut pas faire de monoculture en semi-direct. Oui, mais là, monsieur, il attend en rotation. Mais vous faites une rotation. Oui, non, mais il attend en rotation ce que va lui dire sa COP. C'est ce que j'ai cru comprendre. Non, il attend son marché de semences. Il attend son marché de semences. Qu'est-ce que le marché de semences? Oui, mais une céréale est une céréale, donc on s'en fout. Une orge, une avoine. Oui, d'accord. Non, mais par les rotations, parce que les gens ont complètement perdu la notion de rotation. Un semi-direct sous couvert, obligation de la rotation. On ne peut même pas rester sur 2. Il faut avoir au moins 3 et le mieux c'est 5. Au moins 5 espèces. Donc vous êtes obligé d'être en rotation. Donc des agriculteurs qui nous disent 5 ans, 5 ans, vous leur dites, pas 5 cultures, 5 ans, ils mettent 2 ans d'herbe. Mais ça, il faut le dire parce que c'est complètement perdu. Ah oui, mais la rotation est complètement perdue. Complètement perdue. Et nous, on a des agriculteurs qui disent, moi je ne veux pas faire de rotation, donc là, pas de semi-direct sous couvert. Quand vous êtes dans le sud-ouest et qu'ils font maïs sur maïs sur maïs, c'est impossible.
impossible, même avec, c'est impossible de faire du semi Alors direct. vous pouvez, Donnez-leur quelques... vous faites du colza ici ou pas du tout? Oui. Par exemple, vous êtes en bio. Ouais, par exemple, vous êtes en bio ici. Vous voulez faire un colza. Il y a une chose qui est... Comment? Le bio, non. Vous ne le faites pas? Parce que vous avez une façon de faire le colza bio en semi-direct sous couvert qui est assez simple. Vous semez votre colza. Dans vos disques, vous décalez un disque fait du colza, un disque fait de la lentille. Donc la lentille va couvrir le sol entre les deux rangs de colza, elle va geler et au printemps le colza va tout mouiller. Vous faites un colza sans aucun herbicide, en bio, aucun herbicide. Et les insecticides, est-ce que vous pouvez C'est à cause des insecticides que les bio ne font pas de colza. Ça ne va pas à cause des insecticides. Oui, c'est pas rentable. Il faut avoir le marché aussi. Parce que vous n'avez pas de marché d'huile de colza bio. Oui, c'est parce que c'est pas rentable, mais c'est pas parce que ça ne Vous vient pas feriez bien. de l'huile de colza bio, ça se vend. En France ça se vend bien l'huile de colza bio. Vous pouvez leur parler un peu de la rentabilité, parce que le problème des gens, aujourd'hui, on dit qu'il faut faire un rendement maximum parce qu'on va vendre, on va faire tel chiffre d'affaires. Et on oublie la diminution des frais. Oui. Mais c'est ce que j'ai essayé d'expliquer. C'est les marges dans qui les- comptent. C'est les marges qui C'est pour comptent. ça qu'il faut expliquer qu'on ne va plus faire les mêmes chiffres d'affaires, mais les marges vont progresser Mais c'est parce ce qu'on que va j'ai diminuer dit. nos coûts de production par 2 ou par 3. Et ça, c'est faut l'intégrer parce que cet habitude est complètement Alors c'est perdu. sûr qu'en bio, si vous êtes en bio, il faut, pour que la bio soit rentable, il faut que vous soyez sur des marchés de niche, des marchés particuliers. C'est-à-dire, vous pouvez vendre par exemple de l'épeautre très recherché, l'épeautre en biologie est extrêmement recherché. Non, c'est pas recherché aussi. Très recherché l'épeautre, très cher, l'épeautre bio il est très recherché. Mais surtout La qu'avec les tonne problèmes, coûte cher, avec les problèmes de gluten, enfin les poutres à l'heure actuelle, tout le monde en cherche. Oui, mais le problème de gluten, Ouais, non, mais je sais. Non, mais je viens de toucher un point sensible, c'est vrai. Non mais comme les gens recherchent de l'épeautre, enfin les gens qui font des allergies au gluten, ils recherchent des épeautres, le prix de l'épeautre il est tout à fait porteur. Vous avez le sarrasin bio qui est très porteur aussi au niveau biologique. Le colza pour faire de l'huile. Bon, tournesol, je pense qu'ici 500 mètres, le tournesol il ne doit pas passer, je pense qu'il ne doit pas venir. Mais vous avez essayé la cameline, c'est l'huile la plus riche en oméga 3, elle vaut extrêmement cher. Il n'y a pas besoin de faire un gros rendement de cameline pour gagner de l'argent. Hein. Et c'est l'huile la plus riche en oméga 3 qu'on connaisse, c'est très recherché par les gens. Vous avez l'huile de cameline, vous avez l'huile de chanvre, vous faites du chanvre ici. L'huile de chanvre, c'est un chanvre qui n'a pas oui, ça, c'est un poussé. chanvre qui n'a pas poussé. Voilà, c'est plein d'oméga 6 et d'oméga 3. Le chanvre, le lin, c'est tout C'est présent. pas développé là. Et la stabilité, la Cameline en latin. La l'huile de cameline, oui. C'est Golden flax. Et ça, c'est une huile qui est très ouais, c'est une huile qui est vraiment très chère. Très chère. Et en fibre. Et en fibre. Ils vendent la fibre. Fibre pour la construction. Et vous n'avez pas de constructeur, vous n'avez pas de débouchés pour la construction. Là, nous, on a des débouchés en France. Non, mais il y a en Belgique, il y a une firme qui est en train En France, on a. Pour la construction. Nous, en France, on a. Donc, ils récupèrent l'huile Et récupère la fibre. et la fibre est récupérée pour les constructions bio. Ça, c'est. Ça marche. C'est extrêmement supérieur à la laine de verre. Pardon. Ben là, moi, je parle de la chambrière qui est dans l'Aube. Chambrière de l'Aube. Et en fait, les gens en font autour parce que bon, mais ils livrent le chanvre à travers toute la France. Hein, parce qu'il y a de plus en plus de gens dans la construction écologique qui utilisent le chanvre mélangé à la chaux. Donc en fait, les gens autour, effectivement, font de l'huile et font du chanvre. Il est aussi Et on vendu peut comme faire le litière. chanvre parce que c'est sur le plateau de Langres et en fait, on passe au chanvre. Il y a des agriculteurs. C'est à qui le champ à côté? le champ là au côté. Ah, le bon. Oui, le chanvre. Très bon champ. C'est mon beau-frère. Non, mais pourquoi vous êtes du champ? Mais c'est la recherche. L'idée fondamentale, c'était effectivement à cause des mauvais prix de production traditionnelle des céréales, mais bien, de trouver des alternatives. Et de trouver des alternatives pour les agriculteurs locaux
où ils ne vendent pas la matière première, mais où ils font la transformation complète jusqu'au produit qui est vendu au consommateur. Donc il n'y a aucun intermédiaire. Mais qui est-ce qu'on Ils va font de acheter l'huile de chanvre. Oui. Mais non, on n'a pas la récolte. Oui, mais qui est-ce qui va le proche? Parce que le process du chanvre, il faut une chanvrière pour le faire. Et l'usine la plus proche, elle est Non, non, ici on fait seulement de l'huile. Ah, c'est pour lui. Monsieur Frage, il est aussi membre de toutes ces coopératives. Il fait son champ de lin ici à côté. Il y a de l'huile de lin, il y a de l'huile de chanvre, très recherchée, il y a de très riche en l'huile de oméga 3. colza, il y a de l'huile de pavot, il y a de l'huile de sol. Donc tous les produits régionaux ici, qui sont tous conditionnés dans le village de Tragon. Jusqu'au ce matin, il y a encore le camion qui est venu, qui a pris les produits pour les vendre au supermarché. Et ils ont fait ça justement pour trouver une alternative, parce qu'il peut seulement gagner de l'argent quand on vend, quand on transforme soi-même, quand on le vend soi-même au consommateur. Et la traçabilité, elle est du champ jusqu'à la bouteille d'huile que vous achetez. Vous êtes à combien de kilomètres de Luxembourg? Vous êtes à combien de kilomètres de Luxembourg? Luxembourg-Ville, Oui. 70. 70. Et l'autre filière, donc pour les fibres et pour la Genevois, jusqu'ici, ils n'ont pas trouvé les difficultés. Ils ont cherché depuis une vingtaine d'années. Bon, l'huile, ils ont réussi à faire eux-mêmes. Mais pour le reste... La mécanisation pour faire ça même, c'est très cher. Et c'est à cause de ça qu'on a jusqu'à ici, Pour faire du champ pour la construction. Ça coûte très cher. Parce que oui, mais ça après ça dépend si vous avez les architectes. Est-ce que vous faites des maisons passives à Luxembourg? Il y a des architectes qui sont dans les maisons passives. C'est extraordinaire. Je propose qu'on va Et les fibres synthétiques. C'est du lin, ça? C'est le... Ah oui, tiens, c'est le même agriculteur. Non, je pense pas, parce que là, terrible. C'est le même agriculteur ici? Den hast du Bewirtschafter von dieser Flasche? Ja. Monsieur en blouson rouge. C'est votre... Oui. Ouais. Il y en a... Mais je crois que c'est là, ici. On est sur la... Là, on est sur un passage de roue. Non, il a été semé dans quel sens? On voit plus bien là. Si vous comparez au profil d'à côté, le profil d'à côté, on avait une très belle descente racinaire sur tout le profil. Ici, les racines, à partir d'ici, j'ai quasiment plus de racines. Ici, j'ai une bien plus mauvaise exploration de mon profil qu'à côté. À côté, j'avais bien meilleure utilisation de mon profil. C'est-à-dire qu'à côté, on pourra baisser plus vite les engrais qu'ici. J'ai une meilleure exploration. Vous voyez là les racines. Après ici, j'ai quasiment plus rien, alors que là-bas, on a vraiment un rideau de racines qui va jusqu'au fond du profil. Donc ici, c'est pas très bien. Ça, c'est pas dû à la culture. Comment? C'est dû à la culture. C'est pas dû à la Le culture. lin, c'est une plante qui s'enracine très bien. Bon, vous voyez là, j'ai le gros de mes racines, oui, il s'arrête à 60, 70. Là, on était à plus d'1,30 m. Donc j'explore là-bas, j'explore plus de volume de sol, c'est mieux. Et je pourrais faire plus d'économies en potasse, en phosphore que ici. Ici, j'explore pas beaucoup parce que j'ai énormément de cailloux, hein, ça me fait un tout petit volume de terre utilisé. Et là, le travail du sol, il fait comment? Oui, le tas de surface, à regarder. Moi, j'ai de l'anticipation. Quand vous marchez, c'est bien plus dur que là-bas. Hein. Mais ça, c'est la première culture, hein. Ça, c'est la deuxième culture. Cette année. C'est normal que ça, c'est plus... C'est labouré. Ça a été travaillé très beaucoup, c'est ça, tu as travaillé en fausse mine. Ouais. Tu as travaillé 2 fois en fausse mine, les fausses mines. Là-bas. Ici, c'est mieux le mois avril. Hein.
Alors je prends les... Regarde, je prends. Mais il a une moins belle descente particulière. Ça descend moins bien. C'est vrai que le lin, c'est une plante délicate à implanter. Délicate à implanter. Oui. Il y avait avant le... À côté, c'était quoi? La Provence. Non, ah, là. Ici, c'était du maïs. C'est plus facile à implanter. Et ça, c'est un lin derrière maïs. Oui. C'est un peu normal. Il a plus souffert dans sa descente racinaire que le froment là-bas. Là, il y a une densité de racines qui est faible en profondeur. Voilà, le racine est profond, puis il faut compléter artificiellement. Hein. Vous lui avez mis combien en engrais à Oulin? Combien d'azote? 200 kilos. L'azote? Calgamone. Donc nitrate d'ammonium 27%. 200 Oui, oui. 68. Grosso modo, ça 68. Parce qu'on doit faire attention que ça ne tombe pas. Hein. Ah oui, oui, si vous mettez Quand trop ça tombe, d'azote, ça c'est pas possible de récolter. Ah ouais, il faut le ramasser. Pas du tout. Collecte. La chose. Oui, autonomie. Dat kan aujourd'hui à 60%. Et maintenant, vous allez le ramasser, non? Vous allez ramasser dans peu de temps, là. Ça fait combien de temps vous le ramassez? Avec la moissonneuse batteuse. Dans combien de temps? Quand ça va maintenant sec, alors tout de suite. Demain. Quand c'est possible. Ja, ja. Dat is technisch geleden erin. Voilà, là c'est sûr que Dat is wel erbij de neus, wie is dat gezien? derrière un lin comme ça récolté tardivement, si vous installez une culture, si on y installe par exemple une céréale d'hiver, on n'a pas le temps de cultiver. Donc comme on a fait une culture, c'est le problème des cultures de printemps. Le problème des cultures de printemps, c'est qu'elles ne vous laissent pas beaucoup de temps pour pouvoir faire un couvert. Donc là, on peut repartir sur un cycle de printemps, c'est-à-dire on fait une couverture hivernale. Et on va prendre des plantes qui vont pousser pendant tout l'hiver, par exemple des avoines, des blés, des orges, on va laisser monter jusqu'au stade début épiaisant, et là on les écrase. Et là elles meurent, et à ce moment-là on va faire on choisit la culture de printemps qu'on veut faire derrière. Et c'est sûr que là, les rotations semi-directes derrière cette culture de printemps sont plus compliquées parce que vous libérez votre parcelle de printemps. Là, il y a les sables là. Le problème de là, c'est bien fait. Du froment. Du froment d'été. Je vois bien. Parce que c'est très mal à traiter. Hein. Comme ça, et maintenant, le foie, ça reste tout au fond. Mais on ne peut pas, presque on ne peut pas avec le charrue là-dedans parce que... Ah, c'est terrible les fils. Oui, oui, ce sont des fils là-dedans. Et ça, quand on va laisser ça tout l'hiver au champ et en été, en printemps, alors ça va se décomposer. Plus bon. Hein, ben, pour c'était traiter. utilisé pour ça. Oui. Le lin. Le chanvre, c'est une sacrée. Le lin, le lin, c'est une sacrée fibre. Hein. Ben, c'est une fibre, Oui. on faisait du Très tissu. costaud. Hein. Oui, donc, c'est une fibre très costaud. Mais si par exemple vous implantez un couvert d'hiver dessus avec des céréales, là ça va se décomposer à toute allure. Hein, les restes Mais de ça ne racines va pas pour mettre quelque chose là-dedans. À l'Amazon. Je ne sais pas comment on fait. Hein. On prend maintenant la moissonneuse batteuse, on prend seulement ça. Et pour détruire ceci avec un cultivateur, ça ne marche pas. Hein. Ouais, mais si même prenez... pas avec le mulcher.
Non, non, vous ne pourrez pas. Oui, ça va. Dat prikkelt. Dat is Mais j'ai compris. Mais son problème, c'est qu'il prend que les graines. Il est en train de te dire qu'ils ne peuvent rien faire avec les fibres parce qu'elles ne se décomposent pas. J'ai très bien compris. En fait, il prend que les graines. Mais un semoir à disque, il rentre là-dedans. Mais il n'a pas de semoir à disque. Voilà. Le semoir à disque, lui, il vous semerait directement à travers ça. Vous avez votre rouleau Facat qui fait ça, et le semoir il fait ça, lui. Donc, enfin, il s'en fiche des fibres, il n'en a rien à faire. Vous allez dans le sens des fibres, vous les couchez devant et vous semez. Mais si vous n'avez pas ça. C'est pour ça que tout à l'heure je disais que pour faire une semi-directe sous couvert, vous êtes obligé d'avoir un semoir particulier. Parce que votre semoir carré classique, en fait, il va bourrer là-dedans. Donc ça ne sert à rien. Là, il faut coucher. Mais c'est tard maintenant. Hein. C'est déjà tard maintenant. Ça met un blé. Ça gèle déjà presque. Oui, ça met un blé là. Mais un blé d'hiver. Il va pousser pendant l'hiver. Il va aider à la décomposition de ça parce qu'il va lui faire de l'ombre au printemps. Les fibres se décomposent à l'ombre des plantes. Hein, ça ne décompose pas quand on s'en exposé au soleil. Pour qu'une paille se décompose, il faut qu'elle soit à l'ombre. En forêt, les dernières couches de feuilles, elles ne se décomposent jamais. Hein. C'est les feuilles du dessus qui se décomposent à l'ombre. Donc là, vous allez faire pousser un blé que vous avez semé un blé direct là-dedans. C'est à l'ombre du blé que ça va se déposer. C'est une écriture de printemps. C'est un blé que vous écrasez. Le blé, vous l'écrasez par contre. Vous attendez qu'il y ait des liaisons. On peut essayer une fois deux R. Pour ça marche, ça fait l'autre année des hectares. C'est comme ça qu'on avance, ça, en essayant. Il n'y a que les huîtres qui suivent. Donc essayez sur 2 heures. C'est déjà une expérience. Par contre, ce qui est plus embêtant, c'est ça. Oui, t'as vu, on a ça. Si vous auriez semé votre lin dans un couvert de 6 espèces qui ne vous gênent pas, que vous aurait pu détruire mécaniquement, on n'aurait pas ça. Et là, on est embêté par ça. Qui a profité du fait que le sol était nu. Si vous voulez, enfin, si on veut 0, 0, 0 mauvaises herbes, il faut semer 12 espèces. 12 espèces, c'est fini, il n'y a plus de place. Vous couvrez 100% du sol. Le problème, c'est que gérer 12 couverts, vous imaginez, techniquement, c'est très compliqué. On travaille, nous, en France, depuis un moment, avec les agriculteurs. 6, ils y arrivent bien. En général, on met une crucifère, on met des légumineuses, des graminées, on y arrive bien. 6 espèces. Avec 6, on couvre 90% du sol. Vous savez, et comme on donne de l'avantage en nourrissant nos cultures en qualité, c'est une vitamine, hein. Une fois qu'elle est partie, c'est ça qui est fondamental dans une plante, c'est l'aider au démarrage. Si vous avez gagné le démarrage. Il faut expliquer aux gens qu'en mettant un couvert, on crée un microclimat. Un microclimat qui va permettre la décomposition de ça. La germination sera meilleure, la culture démarrera plus vite. Mais là vous pourriez vous récolter vos graines de lin pour vendre votre huile et puis vous semez en direct un couvert. Vous n'êtes pas en biologie, donc vous pouvez vous permettre, comme vous avez laissé votre sol s'envahir par ça, vous pouvez griller. Vous n'êtes pas en oui, vous grillez ça. Puis au moins là, au démarrage, quoi. Après vous serez débarrassé. Louer, il n'y a pas de semoir de suite direct au Luxembourg? Il y en a des fois. Vous essayez d'en trouver un? Oui, à 3 trémines. Ce sont des machines au pays, oui. Et vous faites 2 heures. Vous regardez, puis le reste, vous le faites comme vous avez l'habitude de faire. Puis vous comparez. Ben, comme il a laissé envahir son sol. Oui, ça par contre, c'est vraiment embêtant. Ça, il ne peut pas. Il a passé un coup d'herbicide. Parce que ça, il ne peut pas. C'est pas le terme, c'est tout. Oui, on dit griller. Ça, il ne va pas pouvoir qu'il est sale, là, son sol. Il ne peut pas s'en vraiment débarrasser. C'est que là, s'il installe un couvert d'hiver, un blé, le blé avec de la renouée, avec tout ça, avec du poids, enfin, il y a tout. Il y a tout là-dedans. Là, il est sale, son sol. Mais est-ce que vous pensez qu'on pourrait aussi essayer ça avec la paille de chambre qui reste après la moissonneuse? Tout à fait, oui. Bien sûr. Vous la couchez. Parce
Parce qu'à partir du moment où vous allez coucher ma paille, elle ne me gêne plus, parce que le semoir il va passer, lui c'est un disque qui passe au travers, il s'en fiche complètement. Au contraire, ça fait un mulch. Au contraire même. Au contraire, vous ne laissez pas votre sol nu. Par contre, il faut que ça coupe bien. Chanvre, est-ce que ça c'est rien? Le champ c'est un peu plus lent. Ah, le champ c'est une horreur. C'est une horreur. Hein. C'est que là il faut vraiment bien le coucher dans le sens du Semi-direct dans le Non, du classique, mais c'est chiant. Le champ c'est C'est un super précédent, par contre le blé derrière il est magnifique. Magnifique. Et ça nettoie les terres. Hein, Bah oui, c'était utilisé. Ah ça pour nettoyer les sols. On les utilise comme ça. C'est un super précédent. Mais alors... Donc quand on a des agriculteurs qui veulent démarrer en bio, en fait c'est un des couverts, enfin c'est une des plantes qu'on voudrait, parce que le chanvre il couvre énormément et comme on ne doit pas utiliser de glyphosate, il va étouffer toutes les mauvaises herbes. Donc le chanvre est un excellent précédent pour passer en bio. Oui, je ne sais pas pourquoi il s'est aussi. Un chanvre normal c'est quoi, 2 mètres? Oui, c'est 2 mètres. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas poussé. Non, ce sont des sortes qui ne viennent plus haut. Ah d'accord, c'est la variété qui vient. Ce sont des nouveaux sortes qui viennent du Finlande. D'accord, c'est des variétés qui ont été conçues uniquement pour la graine, uniquement pour l'huile et qui ne font pas de fibres. Oui. Oui, alors donc il y aura quand même moins de fibres que les chanvres qu'on a comme ça là. Quand même, parce que là il n'est pas très haut. Hein. Non, les autres variétés sont comme ça. Oui, c'est Ouais, bah oui. Oh, oui, ça monte. La trois variétés ouais. Les autres, là... Ah ben c'est au-dessus, on rentre dedans. Là, pour essayer, c'est vrai que le chanvre, il faut que le disque passe bien, c'est vraiment bien avoir un rhodofaca bien efficace. Vous aviez semé avec rhodofaca ou sans rhodofaca dans le chanvre? Sans ça, c'était il y a 30 ans. Oui, vous n'aviez pas de rhodofaca. Vous n'aviez pas ces rouleaux de... Non, vous savez que le rouleau-faca, c'est vachement efficace. Ah ouais, Il touche sacrément bien les pailles. Bon là, c'est pas la même chose, mais là on a fait un... rouleau fracas. Bon, c'est des rouleaux qui possèdent des lames. Il a des lames dessus. Ah, ça, c'est Des super bien, ça centimètres. broie tout ça. Et Ça qui vont donc procède à la décomposition. écraser, si vous voulez, qui en roulant. Ce sont les rouleaux que maintenant, depuis peu, ils prennent après la récolte du maïs, pour détruire Ça abîme tout. Ça accélère la dégradation. Ah oui, parce qu'en fait, ça casse la fibre, ça broie la fibre sur la longueur. Donc, nous, on a semé... bon, pour un client, on était dans un sorgho, mais énorme, il faisait plus de 2 mètres de haut et une densité incroyable. L'agriculteur avec qui on était, il a dit mais je ne vais jamais pouvoir passer là-dedans, c'est pas possible. On ne se voyait pas dedans. Et une hauteur, et en fait on avait un rouleau faca, on a semé là-dedans, on a eu un mulch qui était comme ça, c'était fait. Et en fait ils ont fait un blé dur dedans et ils ont une super récolte. Et cette personne a été hyper réticente, donc on avait un peu plus de 2 arts, ils avaient laissé 2 hectares. Et en fait, ça a très bien marché. Donc maintenant, il va faire plus. Il va aller plus loin. Bien. Il avait une plus grande surface que vous, c'est pour ça qu'il nous a passé 2 hectares au lieu de 2 Quand on a commencé le semi-direct au Brésil, je me souviens, le premier agriculteur avec qui on a travaillé, il a dit bon, moi je veux bien essayer votre truc, mais petite surface, on a démarré sur 100 hectares. Donc on avait sur 100 hectares, il a vu que ça marchait, et après il a fait les 10 000 autres. Et comme quoi, selon les régions, vous voyez, c'est 2 arts, 2 hectares, 100 hectares. Ça dépend des régions. Tout est relatif. Tout est relatif. On n'a pas les mêmes échelles. Alors pour le maraîchage, c'est faire du maraîchage ici. Là, Non, quelqu'un m'a posé tout à l'heure, c'était pour les solutions d'être maraîcher. Il y a beaucoup de maraîchers ici, là? Non, 1, 2, 3. Et c'était pour les solutions très liquides, hein, vous disiez. Mais en fait, c'est duré, c'est... Parce qu'on m'a dit que ça, s'il n'y a pas de consistance, que il y avait Mais non, beaucoup ça n'a qui pas de étaient lessivés, consistance parce justement, que dans le sol. c'est soluble et en fait ça va être pris immédiatement par la plante. Puisqu'en fait la plante, les plantes elles ne peuvent se nourrir et tout, que ce soit le lin, le blé, en fait se nourrissent d'éléments mais qui sont solubles dans l'eau. Donc tous dans la chimie, en fait, l'urée, les produits qu'on vous donne, ils sont souvent, ils sont sous forme soluble, parce que la plante, elle n'est pas capable de sucer du caillou. Donc quand vous mettez en maraîchage une solution soluble, c'est un coup de poing. C'est pris immédiatement, effectivement, c'est extrêmement rapide. Si vous travaillez avec des bouchons,
ou de la matière organique, c'est beaucoup plus long à se décomposer et ça va faire quelque chose de retard. Et si vous avez besoin de donner des coups de feu en maraîchage, bah effectivement, bon, vous travaillez, mais il n'y a pas de consistance, enfin, c'est très immédiat. En tout cas, c'est que ça n'améliore pas la structure. Ah non, du tout, du tout. Ah non. Non, surtout le problème, c'est que sur des sols comme ça, si vous mettez de la solution nutritive, vous allez polluer fortement, c'est des sols qui ne tiennent pas grand-chose. Ici, il faut vraiment travailler des composts, des matières organiques qui tiennent et qui sont à libération lente pour votre maraîchage. Si vous n'avez pas de matière organique, vous travaillez... C'est des sols passoires, ça. C'est des sols passoires, vous allez polluer. Nous, on dit les granulés ou les bouchons, quoi. Les pH, on n'a pas parlé de pH ici. Vous êtes sur schiste apparemment. Donc vous n'avez pas de calcaire, vous êtes sur pH acide. Vous êtes sur des sols calcaires, pH 6, entre 6 et 7. Entre 6 et 7, 5. 5. Oh, Entre 5 et 6. 5. Attention, et demi. attention. C'est pas le pH haut, peut-être, c'est peut-être le pH belge. pH potentiel. 5, vous êtes à 5,5. Voilà, il y a un point de différence. Ah non, mais là, c'est normal. Oui, voilà, c'est pour ça. Non, donc en pH, vous êtes à entre 6 et 7. C'est le KCl, d'accord. Non, parce que 5,5 en pH, oui, c'est pour j'allais ça qu'il dire faut faire là... attention quand il vous donne un pH bon. pH KCl. Non, c'est pas le pH KCl. Au Luxembourg, c'est chlorure de calcium. Le KCl, c'est Belgique, l'eau, c'est France, et au Luxembourg, c'est le chlorure de calcium. Ah, vous le faites dans le chlore de calcium? Comme les Allemands. Comme les Allemands. Ah, oui. Comment vous avez le résultat en tête? Alors donc, et donc si vous avez 5,5 en pH KCl, ça correspond à quoi en pH acide pour nous? Par exemple, eau à 1 plus 6. Donc quand on a 5,5, vous êtes à 6,5. Voilà, c'est ce qu'on a sur dit. schiste, Voilà. on est entre, sur schiste, en général, on est entre 6 et 7 en Europe. Voilà. C'est le pH idéal, hein, c'est le pH de toutes les plantes. Enfin, c'est le pH optimal pour toutes les plantes. Hein. Il n'y a pas mieux, comme pH. Comment? Au Luxembourg, on est c'est plus à si les gens ne mettent pas de chaud, on rentre en dessous 5. Et pas pH haut. Hein. Alors là, ça dépend de votre capacité d'échange. Moi, je ne la connais pas. Vous êtes à des CEC de combien là? 10, 12, 15. Ça dépend. Là, on n'a pas assez de résultats. En capacité d'échange, en CEC, vous êtes à 10. Pourtant, il y a de l'argile. Hein. Et en argile, vous êtes à combien? 25. Normalement, 25% d'argile. Oui, 25 d'argile. Normalement, pour le sling, c'est 5 environ, j'ai dit. 50% pour le limon, 25 sable, 25 argile. Ça dépend. Oui, donc vous êtes sur des argiles assez mauvaises, probablement sur des argiles d'assez mauvaise qualité. Probablement des ilites ou des chlorites. Et vous dites en plus en ayant 3, c'est vous qui avez dit, et vous êtes à 3,5 plus de 3% de matière organique. Oui. Donc ça veut dire que vous avez des argiles qui sont pas de très très bonne qualité pour l'agriculture. Parce qu'avec 12 de CEC, 3% de matière organique et 25% d'argile, ça veut dire que c'est des argiles à faible surface interne. Et qui donc te donnent très peu de capacité d'échange en cation. Donc c'est des sols passoires. Donc c'est les sols passoires. D'où la nécessité de fractionner les apports. Parce que sinon ça passe trop. La magnétoculture. Vous avez déjà regardé? Non, on n'a jamais travaillé là-dessus. Jamais travaillé là-dessus parce que justement dans des sols comme ça, peut-être que ça marcherait. Dans des sols comme ça, à partir du moment où on travaille sur des argiles à très faible surface interne, les anciens, ils marnaient, hein, ils apportaient des argiles de qualité. Hein. Plus personne ne marne, plus personne. Non, confondez pas marne et calcaire. Je prends des argiles, des apports d'argile. Parce que là, si on est sur des CEC aussi faibles, parce que quand on touche le sol, il y a de l'argile là-dedans. Il a dit, monsieur a dit 20, puis oui, il y en a 25. Non mais attendez, ça sent. On a de l'argile là. Il y a de limon. Donc vous êtes sur des argiles d'assez mauvaise qualité, donc c'est probablement des chlorides. Il faudrait les analyser. C'est fait, ça. Comment? C'est fait. C'est en train d'être fait. Voilà. Oui, chloride. Donc ça, c'est sûr que si vous n'êtes pas sur des potentiels pour faire des blés à 100 quintaux, hein. Faut pas rêver, hein. Faut pas rêver. Donc ici, il ne faut pas essayer de s'énerver à vouloir
vouloir mettre des variétés à haut rendement, parce que de toute façon, le facteur limitant, ce sera le sol lui-même. Hein. C'est votre sol. C'est pas un sol qui a une grosse capacité d'échange, donc il faut travailler plus avec des plantes rustiques de qualité, comme on disait tout à l'heure, des plantes de niche, des plantes qui font des huiles de qualité, des choses comme ça. Il faut plus aller vers la qualité que la quantité, parce que jamais de quantité ici, à part polluer massivement l'environnement, il ne faut pas rêver. Hein. Une année sur 15, c'est pas un gros rendement, quoi. C'est pas intéressant de mettre de l'engrais en se disant un jour je ferai peut-être mes 95 d'eau, puis tout le reste de l'année vous ne les faites pas et vous avez pollué l'environnement pour rien. Donc il faut mieux se donner des objectifs qualité sur ce type de sol, pas quantité. Vous faites donc que ça, vous faites des huiles, vous faites bon, des épautes, personne n'en fait ici. En bio, non? Qu'est-ce qui fait de l'épaule? Dans le village à côté, à Fischbach, il y a un agriculteur qui en fait. Et puis autour du lac de la Haute-Sur, là il y a une coopérative qui prend aussi avec la transformation. Avec la transformation, qui vendent la farine. La farine d'épaule. Parce que ça, c'est des et pourquoi vous n'en faites pas ici de l'épeautre? Parce que les collègues le font. Ah oui. Ah d'accord. Il y a les collègues qui font l'épeautre, alors ici on fait autre chose. D'accord. C'est un accord tacite. La niche c'est pour le premier, pas pour les deuxièmes. Oui, bien sûr. Parce que si on a 10, la niche elle est... Oui, il y en a plus. Ce n'est plus. D'autres questions? Non, ce serait intéressant de démarrer du SMIDA couvert au Luxembourg. Moi je ne sais pas de la région d'ici du Luxembourg du sud, mais je suis toujours étonné de voir ici que les plateaux ils sont tellement ouverts, tellement exposés au vent. Il n'y a pas de haie. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'haie? Parce que ça retiendrait un peu mieux les sols, peut-être non? C'est le problème de la haie. Je suis maraîcher, donc nous on a des petites machines, mais c'est vrai. Ça vaut tellement la peine d'utiliser des grandes machines et de faire de la terre ou il n'y a pas trop de problèmes d'érosion ici, sur ce local. Et les haies qui sont là devant ont été transplantées dans le cadre du remboursement. Donc elles n'ont pas été liquidées, elles ont été transplantées. Et si vous continuez à côté du voyage, derrière cette petite colline, il y a 1 kilomètre de haies qui a été planté dans le cadre du remboursement. Donc il n'y a pas toute question. Ah, mais ça c'est le gros drame de la... C'est pas que chez vous. Il y a eu la SAFER, effectivement il a fallu remembrer, et là on est tout à fait d'accord, parce que les parcelles étaient trop petites. Le problème c'est que le remembrement a poussé les haies très très loin. Alors vous dites il y en a, mais en fait quand vous regardez, là je suis assez d'accord, on n'a pas... On est dans des paysages où il n'y a quasiment plus d'arbres. Et les arbres, vous savez que... Ça va jusque dans la forêt. Ah non, attendez, une haie coupe le vent sur 10 fois sa hauteur. Voilà. Une haie coupe le vent sur 10 fois sa hauteur. Donc ici, je peux vous dire que le vent, il est pas... C'est constant, hein. Avec une haie, si on prend une haie comme il y a celle là-bas, qui est une haie 7 mètres, on va protéger sur 80 mètres, on est à plus de 80 mètres. Oui. Et ça c'est une discussion à faire. Hein. On a déjà trop des routes et des bâtiments et des places publiques et tout. Quand on met maintenant encore beaucoup des arbres, on n'a pas de terre pour... Tous les bords de route étaient entourés de haies, c'est très bien. Oui. Ça ne vous gênerait pas? Sur la route... Le long des routes, ça ne vous gênerait pas là? Oui. Pourquoi elles ont été coupées avant? Il y en avait. Non, il faut les remembrements parce que ici, ah non, mais il faut du remembrement. Si vous descendez dans le centre du pays, là, je remarque que c'est une horreur. Quand on veut profiter des haies, on doit planter tous les 10 mètres. Hein. Ah non. Non, les 100 mètres. Ça, ce sont 200 mètres jusqu'à ici. Oui. Il faudrait qu'il y ait une haie entre ici et celle-là. Tous les 100 mètres. Une haie, c'est tous les 100 mètres. Pour qu'elle protège, qu'elle ait un effet coupe-vent et qu'elle permette au réchauffement du sol, il faut qu'il y ait une haie tous les 100 mètres. Ça c'est les lois de coupage de vent. Mais quand même, dans la Champagne, on n'a pas de haies. Mais c'est pas forcément bien. Mais ce sont des jolies
culture là, toujours. Non, mais là, nous, Ah, la on parle Champagne, de c'est quelque particulier. chose. La Champagne, c'est particulier. Pour l'instant, le discours, et on le comprend, le discours de tout le monde, c'est de dire qu'il faut une rentabilité, il faut gagner, il faut que tout le monde gagne de l'argent. Il y a un problème de toute façon, et qui n'est pas si loin que ça, croyez pas, c'est qu'il y a un moment, il va falloir changer. Parce que les sols ne supporteront pas. Donc, il y a un moment, il y a des décisions qui seront prises ou par les agriculteurs, ou par les politiques, ou par les citoyens, mais de toute façon, il y a un moment, il faudra changer au niveau de l'agriculture. Alors, c'est peut-être pas dans 10 ans, peut-être que vous ne le connaîtrez pas, mais vos enfants le connaîtront. Parce que ça ne peut pas durer, c'est tout. Nous, on est en train de parler du durable. Pas que pour nous. Nous, c'est trop tard. On est des vieux et on n'en a plus pour longtemps. Mais nos jeunes et nos encore plus jeunes seront obligés de changer. Et on essaie de parler pour ce changement-là. C'est pas là pour dire vous faites bien ou pas bien. La notion des arbres, quand on parle du problème aussi, de l'agroforesterie, quand les gens disent on n'a plus d'eau, les arbres sont les seuls organismes vivants qui sont capables de remplir les nappes phréatiques. Tout le monde parle de sécheresse, tout le monde dit on n'a pas assez d'eau. Alors il y a des années difficiles, mais les nappes phréatiques ne se remplissent plus parce qu'on a tout coupé. Mais on a encore des forêts. Mais pour le moment, toutes les études en agroforesterie où on met des arbres régulièrement, on fait des études où on met des arbres tous les 26 mètres, c'est-à-dire que ça correspond à un épandage, à un épandeur. On augmente les rendements. Hein. On augmente les rendements. Tous les résultats pour le moment montrent qu'on augmente les rendements. Avant 100 ans, il n'y était pas de haies ici. C'est pas parce qu'il y a 100 ans, ils travaillaient très mal aussi. Hein, ouais, les arbres ils peuvent être utilisés aussi comme produits. C'est aussi des... il faut du bois. Ouais, voilà, des fruits, des pour le moment, bois, les études en agroforesterie montrent qu'on augmente les rendements en mettant des arbres. Ouais. Le problème, c'est que c'est comme le labour, le non-labour, si vous voulez. Les agriculteurs détestent tellement les arbres, ils pensent que l'arbre va chuter le rendement. C'est parce qu'on observe les expériences scientifiques qui montrent que les arbres augmentent les rendements. Il y a une symbiose entre l'arbre et les céréales. Mais ça heurte la portée. Si vous regardez les